beaucoup d'hommes de gauche se sont engagés dans la collaboration parce qu'ils ont été aveuglés par leur anticommunisme, parce qu'ils ont été aveuglés par leur pacifisme. Ce sont des gens qui disent on ne va pas attendre une seconde guerre mondiale pour tendre la main à l'adversaire d'hier. Ce sont des gens qui viennent de gauche, qui ont passé une mutation qui a fait d'eux des nazis, et ils deviennent l'extrême droite sous l'occupation. Un peuple aime à se conserver des zones entièrement éclairées et des zones qui sont entièrement des zones d'ombre. Mais la notion de flux croisé est une notion qui passe difficilement. Tout commence lors de la Première Guerre mondiale. 4 années de guerre terribles ont ravagé l'Europe, et plus particulièrement la France, qui en ressort à jamais meurtrie. Ce conflit, où pour la première fois la machine a écrasé les hommes, est un véritable choc pour toute une génération. La Grande Guerre a été un très profond traumatisme pour la population française. Bien entendu, la France sort victorieuse de cette épreuve, mais dans le même temps, elle a perdu énormément d'hommes, 1,3 million. Et donc du coup, la sauvagerie, la dureté de ce conflit a nourri un très profond pacifisme. La société française, qui incontestablement a été patriote, union sacrée dans sa grande majorité en 1914, revient très profondément pacifique et pour une élite pacifiste. Ça se voit dans l'évolution, par exemple, du syndicat national des instituteurs. Avant-guerre, l'instituteur, c'est vraiment le patriote par excellence, républicain mais tricolore. En 1918-19, beaucoup d'instituteurs vont désormais être indéfectiblement partisans de la paix. Donc le pacifisme est absolument fondamental et il s'identifie plutôt à la gauche, socialiste, mais aussi communiste. Ce pacifisme imprègne la société française de l'entre-deux-guerres. Il se manifeste chez les anciens combattants, dont le credo est « plus jamais ça », mais aussi par une littérature prolifique où certains récits témoignent de l'horreur des tranchées. Ce pacifisme trouve son impulsion en politique au milieu des années 20, en la personne d'Aristide Briand, inamovible ministre des Affaires étrangères. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Aristide Briand devient, d'une certaine façon, entre 18 et le début des années 30, sa mort, de plus en plus partisan, sinon de la paix à tout prix, dans tous les cas d'un rapprochement avec l'Allemagne, de la Société des Nations. Et un futur collaborationniste comme Jean Luchaire, c'est vraiment clairement un héritier d'Aristide Briand. C'est à la fin des années 20, marquée par de bonnes relations franco-allemandes, qu'émerge la génération dite réaliste. Jean Luchaire, journaliste et fondateur du journal Notre Temps, fait partie de cette génération de jeunes Français prêts à s'investir dans les combats de la gauche pour le progrès et désireuse de consolider cette bonne entente avec l'Allemagne. Jean Luchaire est un intellectuel de gauche. Il est ami de la LICA. Il participera à certaines activités de la Ligue internationale contre l'antisémitisme en 1931-1932. Et il développe un pacifisme raisonné qui est fondé sur l'idée que, mon Dieu, il n'y a strictement aucune raison que la France et l'Allemagne continuent à s'entre-déchirer. Il a établi un contact avec un jeune démocrate allemand, très sympathique, lui aussi partisan d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui s'appelle Otto Abetz. Et ils établissent une espèce de structure de rencontre qui permettra à des jeunes des deux pays d'échanger leurs impressions et puis de développer leur commune volonté de paix. Le personnage d'Otto Abetz est fascinant, et d'ailleurs il fascinera à l'époque beaucoup de futurs collabos, parce qu'il est de ces Allemands qui ont tendu la main aux Français et auxquels les Français ont tendu la main avant Hitler,
à la fin des années 20, au début des années 30. En 1933, moins d'un an après la mort d'Aristide Briand, Hitler et les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Pourtant, à gauche, on pense que la réconciliation, même avec une Allemagne hitlérienne, est encore possible. Y compris des personnalités comme Léon Blum, qui dans son journal Le Populaire entretient cette illusion. Il n'y a pas un article sur le réarmement allemand, en 1933, 1934 et 1935 dans Le Populaire. Et il n'y a pas un article sur le réarmement allemand parce que l'obsession de la gauche est une obsession pacifiste. On ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne, même hitlérienne. On dénonce le nazisme dans sa nocivité contre les juifs ou contre la gauche. On ne veut pas dénoncer le danger que représente une Allemagne qui réarme pour la France. Et c'est ça qui va conduire Léon Blum à développer, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, selon laquelle Hitler est en train de réarmer l'Allemagne, à développer des théories de plus en plus fantaisistes, du genre l'Allemagne réarme, alors il faut que la France désarme pour créer une dynamique de désarmement mondial. Et donc s'il y a une dynamique de désarmement mondial, l'Allemagne ne pourra pas réarmer. Pourtant, non seulement l'Allemagne se réarme, mais la répression politique et les persécutions des Juifs se font désormais au grand jour outre-Rhin, obligeant la gauche à se positionner sur des principes de plus en plus contradictoires. Quelqu'un comme Lücher, le jeune Lücher, qui est un ami de la LICA, un ami des Juifs, il dit « c'est terrible ce qui arrive aux Juifs, ça choque notre sensibilité, ce qui arrive aux Juifs en Allemagne, mais le vrai problème, c'est de faire la paix avec l'Allemagne. » C'est-à-dire que dans cette gauche pacifiste, qui était à la fois antiraciste et pacifiste, il y a une première rupture. À savoir, il faut choisir. On est hostile à l'Allemagne ou on est encore favorable au rapprochement franco-allemand. Au cours des années 30, les partis politiques, notamment à gauche, se divisent. Les premières scissions sont l'œuvre de deux hommes. Marcel Déat, figure montante de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, et Jacques Doriot, le puissant maire communiste de Saint-Denis. Déat, ancien combattant de la Grande Guerre, marqué par son expérience des tranchées, est un pacifiste viscéral, qui se distingue par ses prises de position antifascistes tout au long des années 30. Cet intellectuel, agrégé de philosophie, rompt dès 1933 avec Léon Blum, dont il ne partage pas les conceptions économiques. Il entraîne dans son sillage d'autres socialistes, comme le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, pour former les néo-socialistes, dont la devise est désormais « Ordre, autorité, nation ». La valeur des mots « ordre, autorité, nation », cette manifestation de bon sens n'aurait dû épouvanter personne. Jacques Doriot, ancien ouvrier métallurgiste, qui va se hisser au plus haut dans les instances du Parti communiste, est quant à lui un tribun. Cet homme de terrain, orateur capable de soulever les foules, fut le responsable des jeunesses communistes, s'illustrant au cours des années 20 par son anticolonialisme et son antimilitarisme. Mais en 1934, il est exclu du parti. Jacques Doriot est un communiste qui a eu le tort d'avoir raison trop tôt. Il pense qu'il faut à tout prix s'entendre avec les socialistes pour faire un front commun contre le fascisme. Or, ce n'est pas la ligne de Moscou, et Jacques Doriot s'en écarte de manière un peu trop ostensible, ce qui fait qu'il est exclu du Parti communiste français. Et un mois après la complète rupture, en mai 1934, le Parti communiste adopte en fait, sur consigne répétée de Moscou, une perspective qui était celle que souhaitait Doriot. Donc ça, c'est dramatique d'être numéro 2, incompris. Et la dérive anticommuniste de Doriot va s'accélérer entre 1934 et 1936. Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps, qui s'appelait le Parti communiste, a maintenant complètement changé de politique. Quant à Déat, c'est le golden boy du socialisme français. Simplement, il est convaincu que tout ce socialisme est vraiment poussiéreux. Abandonnons les références marxistes et même la référence à un syndicalisme de lutte des classes. Ceci va donc amener Marcel Déat à se situer en rupture par rapport au Parti socialiste, qu'il quitte. Donc il n'a pas totalement rompu avec la gauche, mais il est clair qu'il n'est plus dans l'orthodoxie socialiste telle que l'incarne par exemple Léon Blum. Jacques Doriot, qui fonde en 1936 un nouveau parti, le PPF, Parti populaire français, et Marcel Déat,
amorcent ainsi une lente dérive politique qui les éloigne progressivement de la gauche. Leur mutation, commencée dans la seconde moitié des années 30, s'achèvera sous l'occupation lorsqu'ils constitueront une nouvelle forme d'extrême droite. En mai 1936, une foule en liesse acclame l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Ce nouveau gouvernement est la promesse d'un avenir meilleur pour des millions de Français qui profitent de l'instauration des congés payés. Pour la première fois est créé un sous-secrétariat d'État au sport et à l'organisation des loisirs. Dans ce cabinet ministériel émerge un jeune homme de 28 ans, Marc Augier, enthousiaste pour cette nouvelle ère qui s'annonce. Et pourtant... Marc Augier, c'est un jeune militant des Auberges de la Jeunesse, journaliste. Il est le rédacteur du principal périodique des Auberges de la Jeunesse de gauche, le Centre laïque des Auberges de la Jeunesse. La responsable de ce centre est une brillante représentante de la bourgeoisie juive de gauche. Et puis en 1937, il le raconte lui-même, il va dans un café, il ouvre le bouquin, un bouquin qui s'appelle « La gerbe des forces », qui est publié par Alphonse de Chateaubriand. Alphonse de Chateaubriand est un ancien Dreyfusard, qui est devenu pacifiste, qui a fait un voyage en Allemagne hitlérienne et qui est revenu enchanté et pro-nazi, et qui restera pro-nazi jusqu'au bout. Et dans « La gerbe des forces », c'est un livre où il raconte son séjour en Allemagne hitlérienne, bouleversé par une Allemagne de paix, par Hitler humain, l'humanisme hitlérien, les grands rassemblements, c'est vrai, ils ont l'air un peu militaristes, ces rassemblements, mais en fait, c'est des rassemblements pour la paix. Enfin, Alphonse de Chateaubriand est nazi. Marc Augier raconte, j'ai ouvert ce livre, j'étais dans un café, à la fin de la lecture, à la fin de ce livre, j'étais devenu nazi. En 1937, je n'étais qu'un petit socialiste bêta, cofondateur et animateur du Centre laïque des Auberges de la Jeunesse, plein de bonne volonté et d'admiration pour Léon Blum. Entre eux et moi, brusquement, se dressa le dernier livre d'Alphonse de Chateaubriand. Je me souviens parfaitement de ce jour dramatique où je l'ouvris. « 48 heures plus tard, j'étais devenu national-socialiste. La mutation subie ne m'effrayait pas. Elle répondait à tout. Tandis que la France du Front populaire vit une parenthèse enchantée, le Troisième Reich avance ses pions. Après l'annexion de l'Autriche, c'est au tour de la Tchécoslovaquie d'être réclamée par Hitler. Hantés par les perspectives d'une nouvelle guerre, les dirigeants anglais et français finissent par plier face aux exigences du Führer et signent les accords de Munich en septembre 1938. Les accords de Munich, il faut le rappeler, sont votés par la gauche, hormis les communistes. Donc il est clair que la gauche est plutôt favorable à Munich. Mais vous avez, pourrait-on dire, deux types de Munichois. Vous avez les Munichois qui, au fond, pensent que la paix est sauvée et que cette paix, il va falloir la sauvegarder à tout prix. Et c'est, dans une certaine mesure, l'idée d'un Paul Fort. Et puis vous avez les Munichois de raison qui pensent que Munich est la dernière concession que l'on doit offrir au chancelier Hitler et que si, après Munich, les intentions bellicistes de l'Allemagne persistent, il ne faudra plus hésiter à aller au conflit, et c'est la position de Léon Blum. Dans les mois qui suivent, toutes les formations politiques marquées à gauche éclatent entre les partisans du réarmement et les ultrapacifistes. Paul Fort, le numéro 2 de la SFIO, se heurte à Léon Blum, désormais favorable à la défense nationale. Le parti se divise. Un tiers des militants suivent Paul Fort. C'est le cas de Charles Spinas, député SFIO de la Corrèze et ancien ministre de l'économie puis du budget sous le Front populaire. Même les syndicats se déchirent. Une minorité anticommuniste de la CGT suit René Belin, ancien agent postier et l'un des responsables de l'organisation syndicale, qui reste munichois et partisan d'une paix, coûte que coûte. Les pacifistes sont de moins en moins nombreux, mais ils sont de plus en plus pacifistes. Les syndicalistes postiers, instituteurs, René Belin, campent sur leur position. Et même au moment de Munich, c'est l'argumentation
plutôt une mauvaise paix qu'une bonne guerre, quoi. Donc il faut bien voir que la France, qui entre en guerre en 1939, est complètement démantibulée. Aucun parti politique n'a résisté à la montée des périls. Et Munich annonce à peu près les clivages. C'est-à-dire qu'en dehors des communistes, vous pouvez photographier la situation politique de la France au moment de Munich, vous avez les futurs résistants, les futurs collabos. Là, c'est clair. La gauche non marxiste vient d'éclater sous le coup des accords de Munich. Le 23 août 1939, c'est au tour des communistes. L'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte de non-agression dans lequel des clauses secrètes prévoient l'invasion et le partage du territoire polonais entre les deux puissances. Cette alliance contre nature déchire le Parti communiste français, qui de fait devient indirectement allié de l'Allemagne. Marcel Giton, le numéro 3 du parti, comme de nombreux camarades, finit par rompre avec l'appareil les mois suivants. En 1939, ce qu'on donne comme consigne à un bon communiste, c'est d'accepter le pacte. Louis Aragon va chanter les louanges du pacte. Et par conséquent, la fidélité à l'appareil et à l'Union soviétique, au moment du pacte germano-soviétique, est véritablement considérée par les dirigeants du Parti communiste français comme la pierre angulaire, l'épreuve avec un E majuscule qui permet de voir qui est véritablement fidèle, sur qui on peut véritablement s'appuyer et qui ne l'est pas. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, en septembre 1939, conduit le gouvernement Daladier à déclarer la guerre au Troisième Reich, mais aussi à dissoudre le Parti communiste qui refuse de dénoncer l'agression soviétique. Après plusieurs mois d'inertie, les troupes nazies finissent par attaquer à l'ouest le 10 mai 1940 et pénètrent en France quelques jours plus tard. Partout, c'est la débâcle. Le chef du Parti communiste, Maurice Thorez, tenu par sa fidélité au pouvoir soviétique, a déserté l'armée française pour rejoindre Moscou. On relève même des actes de sabotage dans les usines d'armement contre les forts de guerre français. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le drapeau nazi va flotter sur la capitale pendant 4 longues années. C'est l'occasion pour le Parti communiste, interdit en France, de tenter de sortir de la clandestinité. Quelques jours plus tard, sur ordre de Jacques Duclos, le chef du Parti communiste clandestin, un haut dirigeant du parti et 2 militantes se présentent dans les bureaux de la Kommandantur à Paris pour faire reparaître l'Humanité, le journal communiste interdit depuis plusieurs mois. Les Allemands ne s'y opposent pas. Mais c'est le tout nouveau gouvernement de Vichy qui proteste auprès des autorités d'occupation pour empêcher sa reparution. Vous imaginez quand même, symboliquement, l'histoire de la France si l'Humanité avait reparu ne serait-ce que 2-3 numéros. Donc là, au sein du Parti communiste, il y a de toute façon un débat, et assez vite, des consignes de prudence sont envoyées, même par Moscou. Mais la démarche de ces militants assez élevés dans l'organigramme communiste est très significative. La tentative échoue, mais l'Humanité est toujours diffusée clandestinement. On y lit pendant plusieurs mois jusqu'à la rupture du pacte germano-soviétique des articles anti-anglais ou encourageant une entente franco-allemande. En zone dite libre, le 10 juillet, une grande partie du personnel politique de la Troisième République se réunit à Vichy pour le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Pierre Laval, ancien de la SFIO et habile politicien, manœuvre en coulisses. Laval salue la convergence entre deux personnages. L'un, c'est Xavier Vallat, l'antisémite, qui représente l'extrême droite, si vous voulez, et qui évidemment est favorable à la transmission des pouvoirs au maréchal Pétain. Et l'autre, c'est Charles Spinasse. Charles Spinasse est un socialiste, il a été ministre de l'économie du Front populaire, et Spinasse dit on a fait des erreurs, maintenant on doit payer, etc. Et Laval utilise le discours de Spinasse et il dit regardez, d'un côté Xavier Vallat, de l'autre côté Charles Spinasse, ils viennent d'horizons totalement divers et ils disent la même chose. Et Laval va jouer sur ce ralliement de Spinasse pour dire vous voyez, ça représente tout le monde, ça représente la droite et ça représente la gauche. Dans le chaos consécutif à la défaite, les partis politiques votent dans leur grande majorité pour la fin de la République.
même chez les socialistes, seule une minorité s'oppose au maréchal. Blum raconte les journées du 10 juillet. Et il raconte notamment qu'il devient de plus en plus seul. Mais il est seul, pas seulement par rapport aux députés qui ne sont pas socialistes, ça c'est évident qu'il soit seul par rapport à eux. Il est seul par rapport à son propre parti. Et il se retrouve, et il le dit lui-même en utilisant des termes qui sont assez pathétiques et assez terribles à lire, il dit « Subitement, ceux qui étaient mes amis, mais ils ne sont plus là. » Et donc, la journée du 10 juillet pour Blum, c'est la journée où il est trahi, pas par les autres partis, par son propre parti. Pétain investi, il entend renouveler la société en profondeur. La Révolution nationale est en marche. À Vichy, autour de l'hôtel du Parc, des politiciens d'avant-guerre s'emploient à forger leur propre conception de cette révolution nationale, y compris dans le domaine économique. Une nouvelle organisation du travail est souhaitée. La dissolution des syndicats est préconisée au profit des corporatismes, c'est-à-dire la répartition par métier de la société française, comme sous l'Ancien Régime. Chacun imagine en 1940, au fond, le Pétain idéal. Donc ce Pétain idéal peut séduire, dans une certaine mesure, la gauche. Une partie de la gauche reconnaît Pétain immédiatement comme un ennemi. Mais une partie de la gauche se demande si, au fond, Pétain n'a pas raison. Alors, il n'a pas raison sur quoi? Il n'a pas raison, par exemple, sur le corporatisme. Vous avez, à l'intérieur de la gauche, une partie de la gauche qui est relativement anti-marxiste et qui se méfie de la lutte des classes. Tendance qu'incarne, dans une certaine mesure, l'un des responsables de la CGT, René Belin. René Belin, ex-numéro 2 de la CGT, devient ministre du Travail du maréchal et va être, sinon le rédacteur, c'est d'autres qui travaillent derrière pour lui, mais en tous les cas l'inspirateur, celui qui cautionne la charte du travail, qui est une charte corporatiste. Et ça, c'est une tendance profonde qui explique que pas mal de syndicalistes vont suivre ce mouvement. Le 24 octobre 1940 a lieu l'entrevue de Montoire, qui scelle la politique de collaboration entre Vichy et l'Allemagne nazie. Quelques mois après l'armistice, cette poignée de main semble promettre aux partisans de la paix que la France va se préserver définitivement de la guerre qui se poursuit entre Britanniques et Allemands. Une partie de cette gauche pacifiste se rallie alors au pétainisme. Charles Spinasse et d'autres socialistes proches de Paul Faure, l'ancien numéro 2 de la ICFIO et nouveau pétainiste, soutiennent dans leurs journaux la nouvelle politique de collaboration. Il y a une gauche modérée, celle qui va s'exprimer dans un groupe qu'on appelle le Rouge et le Bleu, qui essaye de présenter la collaboration comme une nécessité. Ils sont contre l'idée de continuer la guerre, ils sont contre l'idée de faire la résistance parce que c'est aussi une façon de faire la guerre, et donc il faut soutenir Pétain parce que Pétain essaye de protéger ce qu'il peut protéger. Ils disent c'est la réalité, c'est comme ça, l'Allemagne est plus forte, l'Allemagne va rester, donc il faut qu'on trouve un modus vivendi qui permette de respecter les intérêts minimums de la France et aussi les intérêts de la gauche française. Par exemple, Paul Faure intervient sans arrêt pour protéger des instituteurs qui sont menacés d'être vidés ou qui sont menacés parce qu'ils sont résistants, donc des instituteurs socialistes d'avant. Vous voyez, il fait des interventions, il essaye d'utiliser sa présence à Vichy pour amoindrir les dégâts, si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin, et c'est ceux qui ont franchi la ligne qui consiste à dire c'est pas simplement on le subit parce qu'on n'a pas le choix, mais on est content que ça soit comme ça. À Vichy, le néo-socialiste Marcel Déat et l'ex-communiste Jacques Doriot ambitionnent chacun de jouer un grand rôle. Jacques Doriot espère porter son Parti populaire français au pouvoir. Il se rapproche d'Adrien Marquet, un proche de Déat, alors ministre de l'Intérieur de Vichy, et conspire avec lui dans ce but. Mais Pierre Laval avertit des intrigues de son ministre, l'évince du gouvernement. Le projet de Doriot est brisé. Il remonte à Paris pour y reformer son parti désorganisé par la défaite. Quant à Marcel Déat, il manigance lui aussi pour tirer son épingle du jeu. Ce qu'essaye de vendre Déat au maréchal Pétain, c'est l'idée d'un parti unique. Et le parti unique est véritablement un élément constitutif d'un régime fasciste. Et le maréchal Pétain refuse l'idée de parti unique. Et donc Déat en est très mécontent, très frustré. Déat, pendant l'été 1940, il pense qu'il peut jouer sa carte à Vichy, il comprend qu'il a échoué, et il remonte sur Paris. Donc, on reconnaît les vrais collabos
pur jus en 1940, à ce qu'ils remontent sur Paris. Certains sont déjà à Paris, mais ils sont assez peu nombreux. Ils remontent à Paris en août, septembre, octobre. Là, le clivage est net. C'est le cas de Déa, c'est le cas de Doriot. En zone occupée, Paris vit déjà à l'heure allemande. On y retrouve ce qu'on appelle les collaborationnistes, c'est-à-dire ceux qui souhaitent voir l'Allemagne gagner la guerre et qui sont prêts à s'engager à ses côtés pour instaurer un ordre nouveau en Europe. Ce petit monde est reçu régulièrement en grande pompe par l'ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz, qui a pour mission d'utiliser sa parfaite connaissance des milieux français pour servir au mieux les intérêts du pouvoir nazi. L'ancien membre des comités de rapprochement France-Allemagne dans les années 30 est passé depuis bien longtemps de la social-démocratie au national-socialisme, mais reste profondément attaché à ses amitiés d'avant-guerre. Il le dit lui-même dans ses mémoires, les bonnes relations qu'il a sont avec des anciens de gauche, de la gauche pacifiste, parce qu'avec eux on peut parler, avec eux il est logique qu'il y ait une nouvelle Europe, la notion de nouvelle Europe. Elle passe beaucoup mieux auprès des gens qui parlaient d'une nouvelle Europe à la fin des années 20, sauf que maintenant la nouvelle Europe est un peu différente de l'Europe qu'on aurait faite à la fin des années 20, mais la notion de nouvelle Europe, la notion de réconciliation franco-allemande, elle leur paraît naturelle. Et Otto Abetz, c'est très intéressant à voir dans ses mémoires, n'a aucun atome crochu avec l'extrême droite française. L'extrême droite ancienne, hein, je ne parle pas la nouvelle extrême droite, mais l'extrême droite ancienne, non, parce qu'ils sont germanophobes, ils disent du mal de l'Allemagne, ils se méfient de l'Allemagne, etc. En zone occupée, la plupart des grands journaux nationaux ont disparu. Sous l'égide de l'ambassade d'Allemagne, une nouvelle presse doit renaître. Cette presse brasse l'éventail politique le plus large. On y retrouve des journaux de l'extrême droite d'avant-guerre, mais aussi une multitude de journaux marqués au centre et à gauche. Dans les colonnes de ces journaux, des socialistes, d'anciens communistes, des syndicalistes côtoient des hommes proches du nazisme, comme Marc Augier. Cet ancien membre du Front populaire est le rédacteur en chef du journal La Gerbe, dirigé par Alphonse de Chateaubriand, dans lequel se mêlent des signatures d'écrivains prestigieux, comme celles de Cocteau, Jean Giono ou encore Marcel Aimé. Cette presse défend l'idée d'une Europe sociale, critiquant à la fois le bolchevisme et le capitalisme anglo-saxon. Elle vitupère aussi contre Vichy, jugé trop réactionnaire et pas assez engagé dans la collaboration. Son contrôle est confié à un homme, Jean Lucher, l'ami d'Abetz du temps des comités de rencontre France-Allemagne. Ceci me permet de saisir deux autres de mes qualités et de dire d'abord, comme président du groupement corporatif de la presse quotidienne de Paris, Jean Lucher dirige un journal qui se veut l'équivalent du Temps, on pourrait dire Le Monde aujourd'hui, les Nouveaux Temps, donc un quotidien respectable, mais indirectement il contrôle une partie de la presse de Paris aussi, et l'image s'instaure, pas sans raison, que c'est un personnage assez vénal. Donc il va cristalliser la haine d'absolument tout le monde, y compris de beaucoup de collabos qui le considèrent comme un corrompu. Patron de presse véreux, Lucher devient un personnage incontournable de cette vie culturelle qui reprend cours dans la ville lumière. Il s'affiche partout, dans les salles de spectacle, dans les concerts, où la fine fleur de la collaboration s'enivre avec les officiels nazis. Des groupements favorables à l'occupant voient le jour dans la capitale. Si la plupart restent marginaux, deux partis politiques comptant entre 20 000 et 30 000 membres émergent du monde collaborationniste. Le plus important est le Parti populaire français de Doriot, qui renaît en avril 1941. L'Angleterre victorieuse, la moitié de sa marine commerciale est au fond, le tiers de sa marine de guerre. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. L'autre grand parti de la collaboration est le RNP, Rassemblement national populaire, que crée Marcel Déa en février 1941. C'est dans la mesure où les Français auront commencé le remembrement intellectuel de leur pays que l'Europe commencera à s'apercevoir que la France existe encore et qu'elle a devant l'histoire future de nouveaux droits à continuer d'exister. Déa et Doriot, qui se détestent, deviennent les grands rivaux de la collaboration parisienne. Soutenus par les Allemands, qui se servent d'eux pour faire pression sur le gouvernement de Pétain,
l'un comme l'autre aspire à regrouper sous sa propre bannière toutes les factions collaborationnistes dans l'espoir d'une prise du pouvoir à Vichy. Les nouveaux de l'extrême droite sont ceux qui viennent du Parti communiste et qui vont former avec Jacques Doriot le Parti populaire français, qui va être un des plus gros partis collaborationnistes de la France occupée. Et il y a ceux qui viennent du Parti socialiste et qui, avec Marcel Déat, vont former le Rassemblement national populaire, qui va être un des plus gros partis de la collaboration. Le RNP, dans sa seconde phase, disons, est un parti homogène en ce qui concerne son recrutement et sa composition, et même, je dirais, sa propagande. Quand on lit la presse du RNP, on est frappé par l'utilisation de thématiques qui sont des thématiques socialistes. L'une des plumes de cette presse est Georges Albertini. Avant-guerre, ce professeur d'histoire originaire de Chalon-sur-Saône fut membre, comme Déat, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Ce socialiste fait partie de cette gauche profondément pacifiste et anticommuniste qui va trouver à l'été 1941 une nouvelle raison de se précipiter dans les bras de l'Allemagne. Le 22 juin est une nouvelle étape pour les collaborationnistes. L'Allemagne nazie rompt le pacte germano-soviétique et lance une grande offensive à l'Est. À partir du moment où l'Allemagne déclenche cette grande croisade contre le bolchevisme, vous allez avoir un phénomène de radicalisation. Donc, ces collaborateurs trouvent qu'on n'en fait pas assez, et donc ils vont par exemple appeler à la création d'une Légion des volontaires français contre le bolchevisme, inciter les Français à se battre aux côtés de leurs frères d'armes allemands. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ça va radicaliser plusieurs secteurs. D'abord, ça va radicaliser le PPF et Doriot, ça c'est très clair. Doriot ira lui-même combattre sur le front, il reviendra, il partira dans la LVF. Ça va procéder à une radicalisation chez Doriot, mais ça va procéder aussi à des radicalisations chez d'autres. J'envoie à Vichy les généraux... Aveuglés par leur anticommunisme, des hommes de la droite nationaliste, mais aussi de nombreux militants de la gauche antimarxiste, comme Albertini et Déat, ou d'anciens communistes revanchards comme Doriot, s'engagent totalement pour l'Allemagne. L'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera. Cette radicalisation en appelle une autre. Le 27 août 1941, pour la première fois depuis l'occupation, un résistant tente d'assassiner des chefs de la collaboration venus saluer une troupe de la Légion des volontaires français en partance pour le front de l'Est. Mais que se passe-t-il ? Mes chers souvenirs, il vient de se passer une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail dehors et a tiré un coup de revolver, 5 coups de revolver. Vous les avez sans doute entendus dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déat qui venaient de franchir le seuil. J'ai vu M. Laval avancer encore de 2 ou 3 mètres, se porter la main à sa poitrine, entrouvrir son veston et dire « Je suis touché, je suis touché ». Ce retournement d'armes du Troisième Reich contre l'Union soviétique durcit l'engagement des collabos. Mais il permet également de lever l'équivoque pour les communistes français qui rejoignent massivement la résistance. Dès l'été 1941, ils commettent des attentats contre les Allemands, mais aussi contre ceux qu'ils estiment être des traîtres. L'ex-numéro 3 du Parti communiste, Marcel Giton, s'est lui paradoxalement rapproché des Allemands au cours de cette première année d'occupation. Proche un temps de Doriot, il rallie des communistes à la cause de la collaboration. Il constitue un fantomatique bloc ouvrier et paysan, ensuite un parti ouvrier et paysan, qui est complètement instrumentalisé par la propagande allemande, qui s'en sert en particulier pour développer une propagande ciblée vers les ouvriers de la banlieue parisienne, etc. On va les retrouver dans certains journaux, la France au travail ou la France socialiste, où il y a d'ailleurs beaucoup de militants d'extrême droite aussi, mais qui se veulent un peu l'humanité, l'équivalent de l'humanité, mais autorisée. Et Marcel Giton est un personnage très intéressant parce que c'est quand même la plus forte personnalité parmi ceux qui vont dans cette voie-là. Ça lui vaudra quelques balles dans la peau. Le 5 septembre 1941, sur ordre de ses anciens camarades, un homme du groupe d'action communiste Valmy exécute Marcel Giton.
En avril 1942, grâce aux pressions de l'ambassadeur Otto Abetz, Pierre Laval, tenu à l'écart du gouvernement de Vichy depuis décembre 1940, revient au pouvoir dans la station thermale. Vous n'avez rien à redouter, mais tout à espérer du régime qui s'instituera chez nous. Une république plus jeune, plus humaine, plus forte doit naître. Le socialisme s'instaurera partout en Europe et la forme qu'il trouvera en France sera dessinée par notre caractère national. Dès son retour au pouvoir, Pierre Laval nomme René Bousquet, 33 ans, secrétaire général à la police et au maintien de l'ordre. Persuadé d'assurer la continuité de l'État, cet ancien préfet de la Troisième République a prêté allégeance dès 1940 au gouvernement de Vichy. René Bousquet est très représentatif de toute une tendance des fonctionnaires, on pourrait dire pour certains des hauts fonctionnaires français, qui sont issus de la Troisième République et qui, parce que ça allait de soi, et on pourrait dire par opportunisme, sont plutôt centre-gauche. Ils ne sont évidemment pas extrême-gauche ni même socialistes, ils sont plutôt radicaux ou de sympathie radicale, voire franc-maçonne. Ces gens-là, quand ils restent aux affaires en 1940, vont pratiquer une sorte de zèle administratif qui peut s'accompagner d'une fascination d'ailleurs pour l'ordre allemand. Je pense que ça peut jouer pour Bousquet, mais fondamentalement, ce sont des administratifs. Il est tout à fait fascinant de voir que toute une partie du personnel républicain, y compris d'un personnel républicain de gauche, va servir le régime de Vichy et va bien le servir. Ce qu'il y a d'important, je crois, c'est que d'abord on a un habitus républicain, et l'habitus républicain, c'est que le fonctionnaire sert le régime, quelle que soit sa couleur. L'autre élément, c'est que ces individus sont persuadés aussi de protéger la souveraineté française, c'est-à-dire qu'il est préférable que les Français gèrent leurs affaires, y compris le maintien de l'ordre, plutôt que de le confier aux Allemands. Et le troisième élément, c'est que ce sont aussi des hommes extrêmement ambitieux. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup d'individus se ruent aux honneurs, se ruent au poste, aussi parce que le régime de Vichy offre des possibilités de carrière. René Bousquet, comme beaucoup d'autres de ces hauts fonctionnaires, applique sans état d'âme les ordres d'un gouvernement conduisant une politique réactionnaire. Au sein même de Vichy s'agrègent des hommes venus de tous bords, des individus de la droite et de l'extrême droite, de nombreux technocrates sans étiquette politique, mais aussi une grande part d'hommes s'étant illustrés dans les combats de la gauche avant-guerre. Si on dissipe le nuage, si on remonte les biographies dans les années 30, bien entendu, parce que eh bien, on découvre que la part des anciens de la LICA, la part des anciens philosémites, la part des anciens Dreyfusards parmi les ministres de Pétain est importante. Il y a plus d'anciens Dreyfusards que d'anciens anti-Dreyfusards. De la même façon, il y a plus d'anciens philosémites qu'il n'y a d'anciens antisémites. Alors, bien entendu, les anciens Dreyfusards et les anciens philosémites qui sont à Vichy ne se vantent pas d'avoir été des anciens philosémites. Ils ne se vantent pas d'avoir été des anciens Dreyfusards. Donc, les identifier, ça demande un certain travail de recherche qui doit porter non pas sur ce qu'ils disent pendant la guerre, mais sur ce qu'ils disaient 40 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, vous voyez. En 1942, sur le front de l'Est, la bataille fait rage entre l'armée rouge et les troupes nazies. Au printemps, la Légion des volontaires français, décimée par le terrible hiver russe de décembre 1941, se reconstitue avec de nouvelles recrues plus aguerries et mieux entraînées. En zone occupée, Marc Augier, journaliste dans la presse collaborationniste, est également le responsable des jeunes de l'Europe nouvelle. Il y encourage la collaboration franco-allemande en menant une intense propagande en faveur de la LVF auprès de la jeunesse française. Cet ancien pacifiste s'enthousiasme pour la guerre qui fait rage à l'Est, persuadé que la victoire du nazisme accouchera d'une Europe socialiste et païenne, débarrassée du christianisme qui l'exègre. Pour cette réalisation, je suis prêt à conclure une alliance avec le diable lui-même, confie-t-il à l'écrivain Alphonse de Chateaubriand. Depuis des mois, je parle aux jeunes de mon pays de l'aventure européenne. Je puis leur répondre que depuis l'armistice, il s'est produit un fait d'une importance considérable. Je parle d'un changement substantiel qui s'est produit dans les rapports entre la France et l'Allemagne le jour où le Führer a autorisé la création d'une légion française contre le bolchevisme.
Engagé comme correspondant de guerre, Augier suit en juillet et août 1942 ces quelques milliers d'hommes de la LVF déployés en Biélorussie et qui ont pour mission d'éliminer les partisans soviétiques menant des actions de guérilla derrière les lignes allemandes. Participant arme à la main au combat dans la région de Smolensk, il est blessé par le souffle d'une explosion et finit par être rapatrié. De retour du front, ce soldat écrivain se fait dans la presse le chantre des aventures de ce minuscule bataillon de Français. Il sublime en épopée romantique et sauvage le quotidien de ces quelques milliers d'hommes engagés aux côtés des troupes du Führer. Il rapportera de ces combats des livres, il rapportera tout un monde né de ce qu'il appellera lui-même, ce que ses amis appelleront l'aventure hitlérienne. Vous voyez, il y aura une espèce de panache comme ça autour de l'engagement de ces Français qui sont partis. Maintenant, lui, il est typique de cette métamorphose. C'était un jeune socialiste, auberge de jeunesse, et il va terminer nazi. En 1945, aux dernières heures de la guerre, Marc Augier deviendra officier de la division SS Charlemagne et assistera dans Berlin en ruine à l'effondrement de l'Allemagne hitlérienne. Le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942 et la déroute allemande à Stalingrad durant l'hiver 1943 changent le cours de la guerre. Le Reich s'essouffle. Vivant en dehors de toute réalité, une minorité de privilégiés continue cependant de jouir du temps présent. Jean Luchaire, directeur d'un journal qui ne se vend pas, est plus que jamais l'organisateur incontournable des soirées et manifestations de prestige de la capitale. Il attire à lui le gratin des milieux artistiques et médiatiques qui se mêlent aux officiers nazis. Au cours de nuits sulfureuses, le dandy s'affiche avec ses nombreuses maîtresses, dont des vedettes du cinéma comme les actrices Yvette Lebon et Mireille Balin. Mais Luchaire se compromet également en festoyant avec les chefs de la sinistre Carlingue, surnom donné à la Gestapo française de la rue Lauriston, et d'anciens truands au service des autorités allemandes. Nous sommes en 1943. Les jours de la collaboration sont comptés. Pourtant, les chefs des partis pro-nazis se radicalisent toujours plus. La radicalisation des mouvements collaborationnistes s'explique sans doute par la marche du conflit. À partir du moment où ces individus sont allés trop loin, qu'il n'y a pas d'espoir au fond de pardon de la part des autorités qui s'installeront en France à la Libération, ils s'associent de plus en plus étroitement avec l'Allemagne nazie. Les collaborationnistes qui se radicalisent, ce sont des désespérés d'une certaine façon. Ils savent très bien qu'ils sont impopulaires, mais ils pensent que le sens de l'histoire continue à souffler dans leur direction. Donc, ils font partie d'une élite qui a raison. Et d'une certaine façon, ils sont plus antisémites, plus admirateurs d'Hitler en moyenne qu'au départ. Devenu le secrétaire général du parti de DA, Georges Albertini reste persuadé que l'Allemagne peut gagner la guerre. Le 30 septembre de cette année 1943, il célèbre les 5 ans des accords de Munich. Aujourd'hui, que la guerre est venue, qu'elle a provoqué l'effondrement de la France, qu'elle a plongé tous les Français dans de terribles malheurs, qui donc peut douter que nous avions raison? Et c'est pourquoi, tournés vers les socialistes et les syndicalistes qui étaient avec nous dans ces jours de septembre 1938, nous leur disons: votre combat d'alors pour la paix du monde était le bon combat. Vous aviez raison, et ceux du parti de la guerre avaient monstrueusement tort. Dans les derniers mois de l'occupation, les partis collaborationnistes se parent définitivement des oripeaux du nazisme. Culte du chef, organisation sociale et de jeunesse, surenchère dans l'antisémitisme. Georges Albertini, admirateur de Robespierre, exhorte à mettre la terreur à l'ordre du jour. Le sang doit couler en France, exige-t-il. Les chefs collabos quémandent encore et toujours auprès des Allemands des places au gouvernement de Vichy qu'ils jugent trop timorés. Le 16 mars 1944,
à quelques mois à peine du débarquement en Normandie, c'est la consécration pour les hommes de Marcel Déat, nouveau ministre du Travail de Pétain. Albertini devient son directeur de cabinet. Bientôt, l'Allemagne nazie va s'effondrer, et pourtant, les Allemands dénichent encore des soutiens parmi les collaborateurs venus de la gauche. Dans les derniers mois de la collaboration, les personnalités de gauche qui s'accrochent encore à ce choix sont quand même choyées par les Allemands, parce qu'elles ne sont pas si nombreuses, mais elles permettent de maintenir l'image d'une diversité. C'est le cas du très brillant Claude Jamay, qui est un itinéraire typique de la gauche d'avant-guerre, socialiste, candidat socialiste aux élections cantonales, ultra-pacifiste, antifasciste, et puis en 1944, en mai 1944, quelques semaines avant le débarquement, il accepte de créer Germinal, titre zolien, hebdomadaire de la gauche de la collaboration. Printemps-été 1944, les Alliés ont débarqué et la France se libère progressivement. Dans les villes et villages, la chasse aux traîtres est à l'ordre du jour. L'épuration a commencé. Les mois qui suivent, le Troisième Reich ne cesse de s'écrouler. En février 1945, la première armée française de Delattre de Tassigny pénètre en Forêt-Noire. À quelques kilomètres de là, à Sigmaringen, petite ville du sud-ouest de l'Allemagne, dominée par son château d'opérette, s'est réfugiée la fine fleur de la collaboration parisienne et vichyssoise. Depuis des mois, leur monde s'effondre autour d'eux, mais tous feignent de croire qu'un semblant d'État existe. Blücher lance un quotidien pour les réfugiés. Doriot et Déat continuent de se battre pour la moindre parcelle de pouvoir. Finalement, les troupes de Delattre entrent dans la ville le 23 avril 1945. Pour beaucoup, comme Jean Lucher, qui a été arrêté dans sa fuite, c'est le retour en France où les attendent les cours de justice. Les principales figures de la collaboration vont, en règle générale, passer devant les juges. Ce qu'il faut voir, c'est que l'épuration, c'est ce qui donne cette impression d'injustice, ne va pas être tout le temps la même. Plus le temps passe, plus les juges se montrent indulgents, tout simplement parce que, avec le temps, les passions deviennent moins brûlantes, et également les enjeux politiques se recomposent avec la guerre froide, avec la montée de l'anticommunisme. Tous ces éléments expliquent que les juges se montrent à l'égard des collaborationnistes de plus en plus cléments. En règle générale, après la Seconde Guerre mondiale, les collabos de gauche sont à droite, voire généralement à l'extrême droite. C'est très impressionnant pour deux hommes qui vont rejoindre Doriot et Déat, dès avant la guerre, qui s'appellent Barbey et Sellor. Barbey et Sellor, c'étaient les leaders du Parti communiste français en 1928, représentant l'aile la plus à gauche, la plus dure, dite officiellement sectaire. Moscou les lâche au bout de 3 ans. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ? Dans l'histoire du Parti communiste, on ne parle plus de Barbey et Sellor. Eh bien, ils deviennent fascistes. Après-guerre, les collaborateurs condamnés à l'opprobre et à la marginalité connaissent diverses fortunes. Charles Spinasse est exclu de la ICFIO et ne jouera plus qu'un rôle politique mineur. Parmi les plus durs, certains parviennent à échapper à la justice comme Marcel Déat, qui trouve refuge sous le nom de professeur Leroux, avec sa femme, dans un couvent de Turin, en Italie. Georges Albertini, qui n'a écopé que de 5 ans de travaux forcés, poursuit dans les années 50 sa croisade anticommuniste par le biais de publications. Homme de l'ombre, il exerce son influence dans le monde politique et les milieux d'affaires. Voulez-vous essayer de nous raconter le sujet de la peau de l'Oroc, Saint-Loup? La peau de l'Oroc commence en 1954. Marc Augier, de retour d'un exil en Argentine, devient un écrivain à succès en publiant plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de Saint-Loup. Il inspire alors une extrême droite antichrétienne et païenne qui se reconstitue dans les années 60. Une société, un peuple, préfère percevoir son passé en termes stables. La notion de mutation est inacceptable. L'idée que quelqu'un peut être gentil, c'est-à-dire dire qu'il est contre l'antisémitisme, et 4 ans après ou 6 ans après on le retrouve antisémite, cette idée est absolument impensable. Et donc ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'extrême droite qui vit jusqu'à aujourd'hui a sa source dans les mutations de la gauche de la fin des années 30. Marc Augier est passé par la gauche.
Et donc ça ne suffit pas, quand on attaque Marc Augier, écrivain d'extrême droite, de dire que pendant la guerre, il était à la LVF. Il faut dire aussi ce qu'il était avant, à savoir la SFIO. Sinon, il y a une partie de sa biographie qui disparaît. Il y a une partie de la réalité historique française qu'on occulte. Au mois de février 1945, à proximité de Sigmaringen, Doriot trouve la mort sur une route de campagne, victime d'un tir d'aviation allié. Enterré avec son uniforme de la LVF, sa sépulture se trouve encore aujourd'hui dans la ville de Mengen, en Allemagne. Le 21 janvier 1946 s'ouvre le procès de Jean Luchaire. Condamné à mort, il est fusillé un mois plus tard au fort de Châtillon. Depuis son couvent italien, Marcel Déat noircit pendant des années des milliers de pages pour justifier son action politique. Il meurt en 1955 sans jamais avoir été découvert. Documentaliste effréné de la guerre froide, Georges Albertini devient l'éminence grise de dirigeants socialistes sous la 4e République, puis de l'entourage de Georges Pompidou sous la 5e. Charles Spinasse devient conseiller général de Corrèze et maire d'Égletons. Il parraine les débuts en politique du jeune Jacques Chirac dans les années 60. En 1954, l'année suivant son retour en France, Marc Augier rate de peu le prix Goncourt pour son roman « La nuit commence au Cap Horn », après que le Figaro a dévoilé sa véritable identité. Il meurt à Paris en 1990.